Au débat, hein. Je vous invite. Donc bienvenue donc à tous, hein, à cette conférence sur le climat. Je tiens d'abord à excuser Claudie Balcon, la présidente de la communauté de communes qui, malheureusement avait d'autres impératifs. Alors donc, en fait, dans le cadre de notre plan climat, air énergie territorial, le PCAET, la communauté de communes donc organise cette, visioconférence, bon, en tenant compte du contexte sanitaire. Ça aurait sans doute été mieux en présentiel, mais c'est comme ça. Donc, pour sensibiliser donc, les habitants aux deux objectifs de notre plan climat, air, énergie territorial. Il s'agit en effet de réduire les gaz à effet de serre, donc les GES, pour limiter l'impact de notre territoire sur le climat. Et le deuxième objectif, c'est de réduire la vulnérabilité de notre territoire en nous adaptant aux effets du changement climatique. Alors, en dehors de cette conférence, d'autres actions sont en cours, hein, pour aller à la rencontre des habitants et échanger autour de cette thématique de la transition écologique et énergétique. Nous menons en effet régulièrement des interventions auprès des écoles primaires, grâce à notre ambassadrice de tri par rapport aux scolaires, donc leur donne un petit peu les éléments pour avoir une bonne gestion des déchets et les bons gestes de tri et les sensibiliser à cette notion d'écologique. Ensuite, en coopération donc avec Énergence, donc l'agence du climat du pays de Brest, nous avons d'autres programmes. Donc, nous déployons le programme WATI à l'école, où on sensibilise en fait les CM1 du territoire, donc comme son nom l'indique, WATI, à des gestes d'économie d'énergie. Nous avons également avec Énergence donc, une action sur la formation de citoyens du climat, en fait, qui deviennent des véritables ambassadeurs par rapport aux habitants, suite à une formation sur tout ce contexte énergétique et climatique. Et nous avons eu 20 personnes qui ont été formées donc, en 2020, et nous lançons un second recrutement pour 2021, et la session commence le 25 mai. Et la session n'est pas complète, il nous manque à peu près une dizaine de personnes. Et donc j'invite ceux qui sont vraiment intéressés par ça, à vraiment contacter la communauté de communes et s'inscrire pour cette formation qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 25 mai. Alors, nous avons également un camion climat qui résulte d'un investissement entre Énergence et plusieurs collectivités et qui va intervenir donc sur de nombreux marchés du territoire pour apporter des conseils de proximité donc à la population. Alors, pour revenir à la conférence, donc l'écologie a indiscutablement progressé dans les esprits ces dernières années. On s'aperçoit que le contexte sanitaire a encore accéléré les choses et que l'écologie est vraiment devenue la priorité numéro un des Français. Alors pour autant, on s'aperçoit que la France, qui fait des efforts par rapport à d'autres pays sûrement, mais elle est loin d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés lors des accords de Paris. Alors il y a des tas de questions, à qui la faute? Aux consommateurs, à l'État, aux entreprises? Pourtant, de nombreuses personnes agissent pour un quotidien plus durable, mais face à l'ampleur de la crise écologique et climatique, beaucoup se posent la question de savoir en fait si ces actions individuelles sont efficaces et suffisent à limiter notre empreinte carbone, notamment à limiter l'objectif du réchauffement climatique à 2 degrés. Alors, quels sont les changements de comportement, les actions individuelles les plus pertinentes pour y arriver? Quel impact ont réellement nos éco-gestes? L'action individuelle a-t-elle du sens? Ben, c'est pour répondre, ou au moins apporter des éclaircissements au niveau de ces questions, que nous avons donc invité donc, Julien Vidal, écrivain, blogueur et militant écologiste. Alors Julien, lui, il ne se pose plus de questions, hein. Il ne se pose plus la question, tout du moins, et il veut partager le bonheur de vivre la cause écologiste. Il a démontré avec ses deux derniers ouvrages, Ça commence par moi et ça va changer avec nous, que chacun peut se faire acteur du changement, en adaptant notamment 365 actions éco-citoyennes en un an, et surtout en construisant collectivement un monde meilleur. Alors, la communauté de communes, en partenariat donc avec Énergence, a souhaité donc inviter ce fervent défenseur de l'éco-citoyenneté afin de témoigner de son expérience personnelle visant à limiter son empreinte carbone. Alors, cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences Climat Déclic mené donc avec Énergence, en collaboration avec l'ADEME, la région Bretagne,
ainsi que d'autres collectivités. Donc, il y a Brest Métropole, le Pays des Abers, le Pays d'Iroise, Plébin-Châteaulin-Porzé et la communauté de l'Esnevin, Côte des Légendes. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui participent à ce cycle de conférences. Et donc, je vais passer la parole donc, à Julien Vidal. Merci Christophe. Je crois que je vous embauche, hein. On m'a jamais aussi bien donné la balle pour commencer une conférence. Je constate qu'on est plus de 110. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis toujours assez bluffé de me dire que je parle à voilà, plus de 100 personnes là, malgré la distance, malgré cet outil qui nous rapproche et qui à la fois aussi nous sépare, en l'occurrence nos téléphones, nos ordinateurs, nos iPads, mais c'est quand même assez extraordinaire d'arriver à concrétiser cette intervention. Au passage, je remercie Fabienne, toute l'équipe de la communauté de l'Esnevin Côte des Légendes, parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on échange sur ces sujets. J'étais censé venir l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, hein, on s'en reparlait tout à l'heure avec Fabienne. Et puis, bon, vous imaginez, on a repoussé une fois, deux fois, trois fois. Et puis à un moment, on s'est dit qu'il fallait quand même y aller, concrétiser ça, d'autant qu'il y a plein d'actu du côté de votre communauté de communes. Et pour avoir échangé avec l'équipe et puis avoir ce résumé de Christophe, je vois à quel point, et ça c'est un enthousiasme que je reçois et que je partage à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire, à quel point dans tous les lieux où j'interviens, avec toutes les classes d'âge, sociales, toutes les personnes mobilisées ou encore, on va dire, débutantes ou dans l'initiation de leur parcours, je constate quand même un engouement assez extraordinaire et je vois surtout que c'est sur tout le territoire et c'est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine. Donc, je me fais un peu le porte-voix de cet engouement français pour ces sujets. Christophe l'a rappelé. Un récent sondage en a encore parlé. Malgré la crise sanitaire, malgré les médias qui nous rabâchent les oreilles de la nécessité de toujours plus de sécurité, l'écologie reste la priorité numéro un des Français. Et ça, c'est pas rien. Et je veux, dans mon témoignage, vous faire un peu l'écho de cette montée crescendo, mais inarrêtable, de l'intérêt des Français pour ces questions éco-citoyennes. Et puis, effectivement, de voir non pas si l'action éco-citoyenne est utile ou non, mais comment elle peut être à la fois l'étincelle et le poil à gratter d'un changement systémique qui est de toute manière assez nécessaire. Avant de me lancer dans j'aimerais bien une petite quarantaine de minutes, parce que surtout, je veux vous donner la parole, répondre à vos questions, mais surtout collecter aussi vos témoignages de bonnes pratiques, de fierté éco-citoyenne sur tout le territoire pour voilà, donner encore plus de visibilité aux initiatives qu'il y a sur votre communauté de communes et dans les alentours pour donner des idées aux personnes qui nous regardent. Hein. On est 111 et ça continue de grimper. Je vois Fabienne qui accepte et accepte toutes les personnes qui sont dans la salle d'attente. Merci Fabienne pour l'organisation encore une fois. Je voulais quand même avec vous, même si je crois qu'on est après un an de confinement, toutes et tous rompus à l'utilisation des outils comme Zoom, mais je voulais quand même, voilà, tout le monde l'a fait, donc ça c'est super. N'hésitez pas à bien penser à couper le micro, parce que c'est vrai que si jamais vous venez à prendre la parole et laisser le micro, ça peut créer un peu des agréments sonores, les sons s'entremêlent. Et puis surtout, on va beaucoup utiliser le chat, donc vous allez voir qu'il y a une petite barre avec tout un tas d'outils qui apparaît en bas, et dont un qui est dit converser avec une petite bulle. N'hésitez pas à cliquer dessus pour que vous ayez une colonne blanche qui s'ouvrira sur le côté. Et j'aimerais qu'on commence à s'en servir. Moi, je partagerai aussi tout un tas d'éléments au fur et à mesure de la conversation pour vous donner des pistes pour aller plus loin en fonction des sujets, si ça vous intéresse. Et si vous avez envie que je rebondisse très succinctement sur quelque chose que je viens de dire, n'hésitez pas à faire l'utilisation de ce chat. Si jamais vous avez des questions qui sont soit sur quelque chose que je n'ai absolument pas évoqué, soit qui méritent vraiment qu'on s'y attarde, alors on prendra une grosse demi-heure à la fin pour le faire de vive voix et ce sera mieux. Mais donc quand même, pour voir si le chat fonctionne, pour voir si vous pouvez accéder au chat, on fait un petit essai. On n'était pas sûr que ça marche bien, donc
on va très vite voir. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me donniez les attentes que vous avez à participer ce soir à cette conférence, plutôt que de regarder votre programme télé ou de rouvrir le roman que vous avez sur votre table de chevet. Donc, ma question à vous, c'est quelles sont vos attentes à participer à cette conférence ce soir? Je vois que je commence à recevoir un message direct. Essayez de potentiellement envoyer un message à tout le monde. Non, je continue à recevoir des messages directs que je vous lis à voix haute en temps réel. Peter me dit qu'il a envie de rester motivé. Marie-Lou me dit qu'elle a envie d'apprendre à toujours me faire. Guillaume me dit bonjour. Et je réponds à Guillaume, bonjour. Effectivement, Laetitia me dit qu'on ne peut pas envoyer un message à tous, mais c'est pas grave, je lirai à voix haute les questions. Raphaël aimerait avoir plus de motivation, des astuces. Hugues, partager les expériences. Quelques autres participations sur vos attentes. J'aimerais bien, moi, ça m'aide, ça m'aiguille, parce que derrière, ça me permet de savoir si j'insiste ou pas sur certaines choses. J'entends beaucoup de motivation et à faire collectivement aussi. Colline, Aurélie qui me dit que peut-on faire de plus au-delà de son environnement familial pour sensibiliser Il y a plein de choses que j'ai à vous dire sur ce sujet. Alors forcément, j'essaie de faire en sorte que chacune de mes interventions soit vraiment ciblée et des fois, je commence à tirer un fil qui m'emmène à un endroit où je n'avais pas forcément prévu d'aller et peut-être que vous aurez des attentes qui n'auront pas été répondues. Donc surtout, prenez bien en compte que voilà, 40 minutes d'intervention, c'est trop court. Donc gardez précieusement vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si jamais vous êtes resté avec une frustration, on peut continuer à échanger sur les réseaux sociaux par mail, il n'y a pas de problème. Kermaden me dit comment sensibiliser sans utiliser le poil à gratter. Elodie a envie de remobiliser les citoyens. Et puis, Laetitia nous dit qu'elle a envie d'apprendre le maximum de choses. Et parfois, on se dit que les petits gestes sont insuffisants. Il ne faut pas baisser les bras. Cécile a envie de se rassurer, se dire que faire individuellement, c'est utile. Léna aimerait trouver les leviers pour sensibiliser les collégiens et lycéens qui ne se sentent pas concernés. Julie Faure nous dit qu'elle aimerait découvrir ce qui se fait actuellement et partir avec de bonnes idées. Pardon, c'est Didier. Pardon, Didier. Voilà, bon, bah, écoutez, on a plein d'attentes. J'entends quand même, il y a vraiment une envie de recherche d'énergie. Et ça tombe bien, parce que c'est vrai que souvent, en fait, on est un peu cette forêt qui pousse, cette forêt silencieuse, cette forêt qui a encore du mal à percevoir quels sont les autres arbres qui poussent à côté et à se connecter et à se relier. Et nous qui sommes les animaux sociaux par excellence, nous avons besoin de se relier, nous avons besoin d'énergie. Et c'est justement un de mes objectifs devant vous ce soir. Et j'en ai 3. Le premier, c'est de vous faire littéralement exploser votre jauge de l'ambition éco-citoyenne pour vous montrer à quel point on peut aller bien plus loin que ce qu'on entend, ce qu'on imagine, ce qu'on croit et dépasser un peu toutes les idées reçues, les clichés qu'on entend sur ces sujets. Le deuxième, c'est aussi d'arriver à travers mon expérience à vous faire sentir peut-être encore plus fort à quel point cette transformation éco-citoyenne est aussi une transformation solidaire, une transformation plus personnelle. Donc, c'est cet aller-retour entre individu et collectif qui, en plus, alimente une quête de bonheur, une quête de sens dont de plus en plus de Français se font l'écho. Et puis, la troisième attente que j'ai, c'est voilà, de faire émerger tout un tas de fiertés, tout un tas de bonnes pratiques qui vous donneront, dès ce soir, en refermant cette conversation, l'envie de passer à l'action encore plus fort. On verra si à la fin, on a le temps. Peut-être, du coup, l'outil ne nous permettant pas de communiquer à tout le monde, j'essaierai quand même de faire ça pour voir un peu quelle est la bonne résolution éco-citoyenne que vous allez prendre là, dès demain. Comme ça, on continue à alimenter cette idée de motivation. Voilà, ceci est dit. Emmanuel nous dit qu'il a envie de, lui, avoir les principaux éco-gestes les plus impactants. Et puis Nadine, comment sensibiliser les citoyens. Et ça va complètement dans le sens de ce que disait Christophe, et aussi le lien qu'a partagé Fabienne. Donc, je vous invite à remonter tout en haut de la conversation et vous avez encore une fois cet endroit où vous pouvez vous inscrire au réseau citoyen du climat de votre territoire pour devenir ambassadeur. Il y a le lien qui vous dirige directement sur Émergence et c'est un accompagnement justement pour vous faire des ambassadeurs, pour vous faire l'écho. J'imagine qu'il y a tout un tas d'outils, de bonnes pratiques et puis aussi de conseils pour entamer des conversations. Donc voilà, n'hésitez pas et on y reviendra si vous le voulez. Voilà. Maintenant que ceci est dit, voilà, j'ai l'impression que tout le monde l'a à peu près fait, mais je me permets quand même de le dire. On est dans une conversation
éco-citoyenne. Et donc, du coup, peut-être que la première action éco-citoyenne que vous allez réaliser, c'est de couper votre vidéo au moins le temps de ma présentation, puisqu'il y a un flux de données vidéo, d'images qui est beaucoup plus lourd que celui du son. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est très désagréable pour moi. Mais Fabien, enregistrant en plus cette conversation, en fait, je me parle à moi. Je vois mon visage sur l'écran et donc du coup, bon, voilà, il y a un flux vidéo qui est inutile et ça nous permettra de réduire au maximum l'impact de cette conversation. Merci. Je commence en vous disant, du coup, en faisant cette prise de parole, j'essaye vraiment de voir, on a commencé à 20h30, je fais le petit calcul dans ma tête, j'essaie de terminer au plus tard à 21h20, 21h30, on va vous voir. Allez, go. Je commence en vous disant que si je suis ici devant vous, c'est vraiment en toute humilité pour vous partager mon expérience, une expérience qui est riche, je pense, une expérience qui m'a amené à aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais jamais imaginé et à la fois une expérience qui, en toute transparence, fait que plus je creuse ces sujets, plus je me rends compte de mon imperfection. C'est vraiment le sentiment de, au début, vous le savez, il y a cette courbe dont le nom là tout de suite m'échappe, j'essaierai de la retrouver tout à l'heure, qui fait que quand on arrive dans un sujet neuf, tout d'un coup on se dit mais ça y est, on sait tout, on est des experts et puis plus on creuse et plus on se rend compte qu'en fait on est assez peu de choses et que finalement le gouffre s'ouvre sous nos pieds et on a l'impression de rien savoir sur ces sujets éco-citoyens, ça m'est un peu arrivé et même si maintenant j'ai un peu l'impression de reprendre le fil de la compréhension de ces grands enjeux qui nous dépassent tous et qui en plus impliquent des considérations économiques, géopolitiques, écosystémiques qui sont très très complexes et que des scientifiques étudient pendant de nombreuses années, je tenais quand même à vous dire que voilà, j'arrive avec tout un tas d'imperfections et donc l'idée c'est pas de dire regardez comme je suis fort, regardez comme je sais faire plein de choses et donc en creux regardez tout ce que vous faites mal. Non, au contraire, c'est de partager une expérience qui va, je vous l'espère, résonner en vous, vous donner envie d'agir. Mais en fait, on est déjà tous en chemin et l'idée c'est de voilà, c'est l'effet Philippe, merci, c'est l'effet Dunning-Kruger, nous dit Philippe. Je l'ai noté en plus il y a 2 jours et j'étais déjà en train d'oublier. Merci. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Comme ça, c'est une contribution, c'est une conférence collaborative qu'on fait. Et donc, je commence aussi en vous avouant que du coup, effectivement, au tout début de mon expérience éco-citoyenne, il y a 12 ans, 15 ans en arrière, j'avais l'impression de tout savoir sur ces sujets. Je suis assez sensible à ces questions depuis assez longtemps. Je suis grenoblois d'origine. Et donc, peut-être que si vous avez eu l'occasion de vivre et ou de voyager à Grenoble, vous avez déjà entendu parler de la nappe de pollution au-dessus de la cuvette grenobloise. On a des pics de chaleur qui sont assez extrêmes. On a les neiges qui se réduisent de plus en plus et qui sont de plus en plus rares. J'entends un micro qui est coupé, n'hésitez pas un micro qui est ouvert, pardon, n'hésitez pas à le couper s'il vous plaît, ça nous permettra d'avoir un son plus clair. Et donc, du coup, pour moi, c'était assez évident qu'il y avait quelque chose qui était détraqué et qu'il fallait faire sa part. Et à la fois, j'avais encore du mal à prioriser sur les actions, j'avais du mal à comprendre ce que je pouvais vraiment faire aussi, j'avais du mal à comprendre le piège dans lequel je me retrouvais et surtout cette frustration, cette peur, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, c'était terrible parce que en fait, non seulement je la prenais sur moi, mais je la communiquais aux autres et j'étais ce qu'on appelle un écolo relou. Alors peut-être que vous en avez dans votre entourage, peut-être que vous êtes vous-même un écolo ou une écolo relou et ça se soigne, il y a pas de problème. Mais typiquement, j'en étais venu à tel point que ma famille, mon entourage ne voulait plus s'asseoir à côté de moi le moment venu du repas du dimanche, tellement ils étaient persuadés que j'allais, comme d'habitude, pointer du doigt toutes leurs incohérences. Et on était arrivé à un point où presque ils faisaient à dessein l'inverse de ce que je leur proposais. Je leur demandais, j'exigeais d'eux sur ces questions éco-citoyennes juste pour continuer à m'irriter. Et donc, je me rendais compte que plus je portais ce fardeau, et plus en fait, j'avais un effet destructeur très très loin de l'ambition que j'avais. Mes amis m'appelaient Captain Planet. Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et ce qui m'est arrivé de mieux, c'était de partir loin, très très loin, en Colombie et puis aux Philippines par mon travail. Donc, effectivement, j'ai dû prendre l'avion, traverser des océans, mais je travaillais dans des ONG et ces expériences-là m'ont changé la vie parce que je suis passé d'une compréhension, on va dire, cérébrale à une compréhension plus émotionnelle, puisque j'ai vécu avec des personnes qui vivent directement les affres de notre système. Alors, au début, c'était une compréhension des dérèglements économiques, des dérèglements sociétaux, puisqu'en Colombie, j'ai travaillé avec des personnes qui
fabrique tous nos trucs, nos machins, nos bidules. En l'occurrence, Siro qui faisait des sacs à dos, Anna Christina qui faisait nos survêtements. Et j'ai vu à quel point, en fait, les 12-15 heures qu'ils passaient par jour leur permettaient à peine d'accumuler 10 euros et à quel point le système mondialisé fait en sorte que, au début de la chaîne, ceux qui sont à l'origine de la création de valeur, en fabriquant ou produisant tous les objets qu'on va ensuite retrouver dans nos magasins, sont en général, la plupart du temps, surtout quand c'est fabriqué dans des pays lointains, en fait, très, très peu valorisés dans leur travail. Et donc, Anna Christina, typiquement, comme je vous le disais, elle travaillait 12 à 15 heures par jour. Son fils Jefferson, des fois, rentrait du lycée et, et, et devait l'aider à terminer les commandes. Si jamais il y avait une hausse des prix des tissus, des matériaux, en fait, elle devait l'assumer elle-même directement en réduisant son salaire. Et Anna Christina, elle n'avait pas le droit d'être malade, elle n'avait aucune économie pour payer à son fils des études, bref. Et c'est là où je me suis rendu compte que effectivement j'avais un poids, moi, en tant qu'individu, parce qu'en regardant Annie Christina, en regardant son travail et en regardant mes vêtements, je me rendais bien compte que d'une certaine manière, je validais en achetant tout un système et que à la fois, jamais ou grand jamais, on m'avait fait signer un contrat stipulant que j'acceptais toutes les dérives du capitalisme et l'exploitation de centaines de millions de personnes à l'autre bout de la planète sous couvert d'un marché libre et compétitif. Donc, j'ai commencé à ressentir un peu cette ambivalence entre l'envie d'agir, l'envie de me mettre en cohérence avec mes valeurs, parce que je travaillais à la solidarité, au développement international, et en même temps, je continuais par mes habitudes, par mes actions, à légitimer tout un système que je souhaitais combattre, et en même temps, me rendre compte qu'il y avait sans doute effectivement des modifications structurelles à exiger, à imposer, à souhaiter en tout cas, parce que sinon, il y avait quelque chose qui n'allait pas aller suffisamment vite et que je voyais bien que l'éveil des citoyens, l'un après l'autre, allait prendre un temps qu'on n'avait pas et qui, en l'occurrence, ne pouvait pas être pris parce qu'en face, c'était des vies directement impactées. Fort de cette expérience, je suis parti aussi en Philippines et aux Philippines, j'ai pris une claque qui était là, non pas économique ni sociale, mais écologique. Je suis arrivé juste après, en fin 2013, début 2014, après le typhon le plus rapide jamais enregistré sur Terre, le typhon Haiyan Yolanda, avec des vitesses de pointe à 320 km/h. Si je me rappelle bien des chiffres, on a eu 2000 morts, il y a eu 8000 disparus, non, 8000 blessés, non, 8000 disparus. Non, attendez, 8000 blessés, j'ai oublié, bref, enfin, c'était vraiment catastrophique. C'était, voilà, c'est ça, 8000 morts, 2000 disparus et 20 000 blessés, bref, des milliards forcément de dégâts matériels. Et là, je me rends compte que les jeunes avec lesquels je travaille ont toutes et tous, à un moment, perdu un proche à cause de dégâts climatiques. On parle de montée des eaux, glissement de terrain, forcément les typhons, puisque les Philippines sont vraiment à l'orée à la naissance de la création des typhons, à la limite de l'océan Pacifique. Et le hic, c'est là où vraiment je prends cette claque, c'est que je me rends compte qu'il y a plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet chaque année. Et donc, aux Philippines, chaque année, ils commencent en nommant le premier typhon par un A, puis B, puis C, puis D. Puis en fait, ils se retrouvent en novembre, en général, bien malins, parce qu'ils n'ont plus de lettres et donc ils doivent recommencer à nouveau l'alphabet. Alors, tous les typhons ne sont pas à 320 km/h et à la fois déjà 100 km/h. Vous imaginez, sur plus de 100 millions d'habitants qui vivent bien souvent dans des maisons à peine en dur, en tôle, parfois avec des bâches en plastique ou du bambou tressé. C'est une catastrophe. Et le hasard du calendrier fait qu'à cette époque, je suis 2 ans en Philippines dans cette ONG, il y a François Hollande, qui est à l'époque notre président, qui vient et qui fait l'appel de Manille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'appel de Manille, il dit là-bas, depuis les Philippines, ne vous inquiétez pas, nous, les pays occidentaux, nous, la France, futur pays hôte de la COP 21, qui aura lieu un an plus tard, en 2015, nous allons nous occuper de ces problèmes climatiques. On va réussir à se saisir de ces enjeux et à se montrer à la hauteur. Le film passe en accéléré. Laurent Fabius tape avec son marteau vert. Je ne sais pas si vous avez encore l'image. Tout le monde se lève dans la salle. Ça y est, c'est extraordinaire, c'est magnifique. La France et le monde entier vient de prendre en compte l'urgence climatique, de prendre des actions qui vont permettre de réguler ces dérèglements. Extraordinaire. Tout le monde applaudit. On a gagné. On était plus de 6 ans en arrière. Et quand on fait le bilan à 6 ans, on se rend compte qu'en fait, non seulement on est allé
pas suffisamment vite, mais comme le disait Christophe, qu'en plus, on est loin d'atteindre les objectifs des 1,5 degrés de dérèglement climatique qu'on s'est toutes et tous fixés dans le monde, puisque en fait, même, il n'y a aucun État qui, pour l'instant, tient la cadence des 1,5 degrés. Et la France est même pas capable de tenir les engagements que fixe l'Union européenne avec une diminution là, qui a été fixée à 55% de nos gaz à effet de serre pour 2030 et est en train de négocier avec la loi climat qui est passée récemment, sans doute une baisse autour d'une trentaine de pourcents, mais manque clairement d'ambition. Et donc, on se retrouve comme ça avec une volonté affichée, une prise de conscience apparente, mais un passage à l'action qui est très difficile. Et en rentrant en France en 2016, c'est quand même cette envie de participer à cette énergie. Et je me dis, bon, bah, allez, Julien, tu as 30 ans, il est temps de faire ta part. Il est temps de te mettre en cohérence avec tes valeurs, il est temps d'agir et plutôt que de remettre la cape de Captain Planet et de reprendre ce rôle d'écolo relou et de dire aux autres ce qu'ils devraient faire, en fait, ça commence par toi. C'est comme ça que je crée sur un site internet qui s'intitule ça commence par moi.org, qui existe encore aujourd'hui, cette dynamique avec l'objectif que je me suis fixé à l'époque du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, de tester et d'adopter, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, dans mon quotidien, au total 365 actions éco-citoyennes, avec l'envie d'apporter de la complexité à ces sujets, de la nuance, mais aussi de montrer qu'en fait, on est largement on a largement dépassé les clichés qu'on entend en général sur ces questions, que moi-même j'ai prononcés et que je sais, en tout cas, dont j'ai l'intuition qu'ils sont faux, à savoir, oui, moi j'aimerais bien être écolo, Nicolas Hulot, Greta Thunberg, tout ça, mais c'est trop cher, mais ça prend trop de temps, mais ça ne sert à rien, mais les entreprises nous manipulent, mais les politiques nous mentent, mais les médias n'en parlent pas assez, mais la technologie va nous sauver. Des clichés comme ça, on en a plein. Et j'avais envie de dépasser ça. Et surtout, j'avais envie de dépasser le sentiment que cette démarche allait être sacrificielle, punitive, frustrante. Comme le dit très bien mon père, toi, tes trucs d'écolo, là, si c'est pour vivre dans une caverne, m'éclairer à la bougie et me fouetter à chaque fois que je mange du chocolat, bah, c'est pas la peine. Voilà. Et j'avais envie de montrer que je pouvais être ambitieux dans ma démarche éco-citoyenne et ne pas vivre dans une caverne, m'éclairer à la bougie. Alors en général, quand je suis en conférence devant tout un tas de gens, je marque une pause en disant « Regardez-moi, si vous me croisez dans la rue, est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'être un écolo radical, engagé, militant ?» Il y a un petit silence qui se fait, mais dans l'ensemble, la réponse est non. Et je voulais montrer qu'en fait, on pouvait en fait, être quelqu'un complètement lambda comme moi et pourtant s'engager sur ces questions. Donc, je vous dis 365 actions éco-citoyennes. Je n'ai pas du tout envie de faire la liste à l'après-vert de toutes ces actions éco-citoyennes que vous retrouvez sur le site ça commence par moi.org. Je veux bien à la fin, si vous le souhaitez, répondre à vos questions sur effectivement les actions les plus impactantes, sur peut-être celles qui ont été les plus simples, les plus libératrices, les plus difficiles en fonction de vos demandes. Mais c'est parfois un peu trop frustrant quand je commence à aborder la question d'un côté et qu'en fait, on se rend compte que d'autres personnes attendaient que je le prenne par un autre bout. Donc, le site, ça commence par moi, continue à référencer ces 365 actions citoyennes. Vous pouvez vous créer un profil, vous pouvez suivre votre parcours de progression, vous pouvez en fait en découvrir même 400 puisqu'il y a plus de 50 ambassadeurs qui ont décidé de partager la bonne pratique. Bref, tout est référencé là-dessus et on parle après de l'impact et de tout ça. Mais quand même, cette expérience, j'aime à la résumer. J'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de parler tout seul dans mon salon. Pardon, je suis désolé. Je dis à voix haute ce que j'étais en train de penser tout bas. On est en 2021. Tout va bien. Et donc, du coup, j'étais en train de me dire que oui, j'aimerais à récapituler cette expérience avec le mot agir, en utilisant son acronyme et donc en disant qu'effectivement, le début de mon expérience a beaucoup été de abandonner. Donc, c'est le A de agir, abandonner, ou au moins d'alléger. Parce que c'est vrai qu'en rentrant en France, après avoir vécu 7 ans à l'étranger avec un sac à dos de 40 litres, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de trucs, on avait beaucoup de machins, on avait beaucoup de bidules, et que nos vies, elles sont quand même, je dis en général dans le gras, mais dans l'accumulation, nous, en France. Et c'est vrai que pour avoir vécu dans les bidonvilles de Colombie ou des Philippines, on n'a pas la même notion de l'appropriation, de l'accumulation, de la
possession, tout simplement. Et au-delà de ça, on a des activités qui sont remplies, des agendas qui sont remplis. On a tout un tas de choses qui font que, du coup, bah voilà, moi, je me sentais un peu dépossédé et démuni face à toutes ces choses qui m'envahissaient et dont je n'avais pas forcément le contrôle. Et donc, j'ai eu envie de m'alléger, d'abandonner tout un tas de choses pour peut-être mieux me les réapproprier plus tard, mais en tout cas pour en faire vraiment le choix en tant qu'adulte plutôt que de les copier, parce que en fait, ça venait de mes parents, ça venait de mes amis, et souvent on agit par mimétisme sur ces questions. Et donc, en général, et là, on rentre, allons-y gaiement, dans les clichés de l'action écologique, ou en tout cas dans ses limites. Il faut abandonner plein de choses, et quand on est un bon écolo, c'est le piège souvent par lequel on rentre, il faut arrêter. Et là, c'est l'avion, la voiture, le shopping, la viande. Il faut arrêter même de faire des enfants, selon certains experts qui ont chiffré le fait de faire des enfants à l'action la plus polluante. Mais vous voyez quand même qu'il y a cette logique qui dit, ben voilà, il faut arrêter, arrêter, arrêter. Et donc, on a un peu l'impression qu'être écolo, c'est comme si on nous disait, bah, tiens, j'étais dans ma Ferrari à 300 km/h sur l'autoroute et tout d'un coup, on me dit, bon, bah, en fait, il va falloir passer la cinquième, la quatrième, la troisième, la seconde, puis la première. Et toute votre vie, vous resterez à 30 km/h en première sur l'autoroute dans votre Ferrari. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est frustrant. Et en fait, j'avais envie de dépasser cette frustration et je me suis rendu compte très vite que plus j'abandonnais, plus je créais un espace et que cet espace, ensuite, il m'appartenait de le remplir. Et donc, c'est le G de agir. C'est en fait, derrière, une fois que j'avais créé cet espace, je pouvais décider de gagner plein de choses. Et rien que ça me semble être un pas fondamental et un changement de paradigme hyper pertinent, hyper intéressant et qu'on entend encore trop peu, puisque derrière, ça m'a permis, ben, comme je vous le disais, de me réapproprier tout un tas d'habitudes, d'en adopter d'autres, ou parfois de laisser un peu plus de temps pour des loisirs qui me semblaient à l'époque un peu être une perte de temps ou de l'ennui ou des choses non productives en tout cas. Et donc, j'ai gagné en sens, j'ai gagné en santé, parce que forcément, acheter des produits de meilleure qualité, des produits bio, des produits frais, des produits locaux, c'était quelque chose qui permettait de effectivement avoir une meilleure alimentation. Je gagnais en goût, je gagnais, je vous le disais, en sens, parce que du coup, ça m'a permis de changer de travail. Toutes ces actions que j'accumulais dans mon quotidien, des petites victoires ou des grandes victoires qui me permettaient aussi le matin d'être plus fier de moi en me regardant dans le miroir. Emmanuelle le dit, elle a très raison, elle a tout à fait raison, je gagnais en budget en fait. Très souvent, on a l'impression que ces démarches coûtent cher et parfois elles coûtent cher et en fait, même j'ai tendance à dire que c'est plus un coût, c'est un investissement parce qu'en fait, on arrête d'acheter, on investit dans des objets de qualité. Donc, j'ai effectivement beaucoup moins de vêtements, mais ils sont plus beaux et ils me durent plus longtemps. J'ai aussi beaucoup moins d'objets, mais encore une fois, je les ai clairement identifiés, je les ai payés à leur juste valeur. Idéalement, ils viennent de pas très loin, je les répare, je les optimise. Et donc, du coup, ils sont vraiment avec une utilisation qui m'est utile et qui m'est bénéfique, qui parfois libératrice, à condition d'en faire bon usage. Et puis, j'ai gagné en temps parce que finalement, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je faisais un peu par habitude et qui étaient très chronophages. Et rien que pour citer un exemple, mais on se retrouve avec une moyenne en France qui est quasiment de regarder la télévision pendant 4 heures par jour, par Français, et les réseaux sociaux, etc., etc. Bref, il y avait tout un tas de choses que je faisais et tous ces week-ends shopping que je faisais avec mes frères où je ne savais même plus l'utilité de ça et je voyais mes week-ends défiler sans avoir l'impression que ça m'apportait quelque chose et que ça me faisait grandir. Bref, le fait de gagner tout ça, le fait de changer de boussole, remplacer la boussole de l'accumulation par la boussole du sens, du goût, et de la créativité. On choisit un peu ses boussoles et c'est ça qui est assez génial parce que du coup, chacun peut vraiment être libre d'y mettre ce qu'il a envie d'y mettre. Ça m'a radicalement changé et ça m'a permis d'avoir un impact considérable. Un Français, en moyenne, émet 11 tonnes de CO2 par an actuellement. Et très vite, je me suis rendu compte que, en fait, j'arrivais à aller en dessous des 3 tonnes de CO2, voire à me rapprocher des 2 tonnes de CO2 en fonction des calculateurs que j'utilisais. 2 tonnes de CO2, c'est l'objectif que s'est fixé la France d'ici 2050. Et pourtant, on était en 2017. Donc souvent, j'aime à dire que je viens du futur et que effectivement, je me rendais pas compte à quel point, en fait, en étant ambitieux sur ces sujets, en prenant le sujet à bras le corps, on pouvait radicalement, on pouvait radicalement diminuer notre empreinte. J'ai divisé ma poubelle par 10, j'ai réduit ma consommation d'eau par 6 et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait 300 € d'économie par mois
C'est quand même incroyable, 300 euros d'économie. En général, quand je dis ça, on me dit, ah bah tiens, c'est pas négligeable. Effectivement, dans un budget, un trou ou un gain de 300 économies, ça fait une sacrée différence. Et, et bien sûr, alors bien sûr, en 2017, vous n'avez pas senti le monde s'alléger, vous n'avez pas senti la France être tout d'un coup beaucoup plus écologique parce que Julien Vidal était descendu en dessous des 3 tonnes de CO2. Et vous avez tout à fait raison. Ce sont des choses qui sont, on va dire, absolument pas inutile, mais complètement disproportionné si on veut vraiment drastiquement changer l'impact de notre pays. Et à la fois, c'était une question d'éthique personnelle qui me semblait hyper intéressante. Et c'est là, à mon avis, la limite où s'arrête la fameuse part du colibri, puisque en fait, l'idée, c'était de dire, bon, ben voilà, j'allège, je prends conscience, j'expérimente surtout dans ma chair et je m'approprie les sujets qui sont vraiment importants. Et derrière, il y a tout un tas de choses qui s'ouvrent à moi et c'est ce que je veux vous partager. Je réponds quand même à Peter qui nous demande comment on divise par 6 sa consommation d'eau. Je vais vous retrouver un calculateur d'empreinte d'eau qui s'appelle le calculateur H2O en direct. Je vous montre qu'on peut réussir à faire 2 choses en même temps à peu près. Voilà, c'est là. Et qui montre qu'en fait, il y a 2 consommations d'eau. Une consommation d'eau visible, donc c'est les 150 litres et quelques qu'on voit passer tous les jours dans notre maison. À savoir l'eau de notre douche, l'eau de nos toilettes, l'eau de la cuisine pour faire à manger, pour nettoyer le sol, etc. etc. Mais il y a en fait 90% de notre consommation d'eau qui est dite invisible et qui passe dans nos vêtements, dans notre alimentation, dans les carburants qui ont besoin, par exemple, d'huile de palme, etc., etc. Pour vous donner un tout petit exemple, un t-shirt, c'est 150 litres d'eau. 150 litres d'eau, c'est une petite baignoire. Un steak, un hamburger pardon, entier, c'est l'équivalent en eau de 3 mois de douche quotidienne. Et en fait, du coup, ça permet d'avoir un autre rapport. Et donc, dans le chat, je vous partage ce premier test que je vous invite à faire, qui est l'empreinte h2o.com. Et qui peut vous donner un peu cette idée de effectivement récupérer l'eau dans les bassines, comme nous dit Marilou, avec des seaux et tout un tas de choses, tant pis pour le design, ça c'est sûr, mais qui nous aussi nous ouvre d'autres fenêtres, pas pour dire bon, tant pis pour la bassine, mais qui nous dit aussi, en fait, si je veux continuer à m'améliorer dans ces sujets, ben, peut-être que la prochaine étape pour radicalement réduire mon empreinte eau, c'est pourquoi pas acheter moins de vêtements, revaloriser ce que j'ai en les apportant à une recyclerie et puis transformer mon alimentation pour réduire à la portion congrue une alimentation de viande qui nécessite énormément d'eau pour arroser en général la nourriture qui servira à élever le bétail, etc. etc. Voilà. Et donc, je vous dis, c'est donc une libération de me rendre compte de l'impact que je pouvais avoir. Et là, il y a des actions qui sont plus impactantes que d'autres. Effectivement, je découvre tout un tas de choses, que l'avion, à partir du moment où on fait un aller-retour Paris-New York, c'est les 2 tonnes de CO2 que j'émets dans une année. Je découvre aussi que la viande et donc une alimentation carnée correspond à plus d'une tonne. En tout cas, l'économie d'être devenu végétarien me permet d'économiser une tonne de CO2. Je me rends compte qu'il y a des actions sur lesquelles je bute un peu qui sont en fait assez dérisoires en termes d'impact, mais je me rends compte qu'il y a aussi des choses dont je n'avais absolument aucune idée. Typiquement, celui de l'argent. J'ai écrit l'année dernière un livre qui s'intitule Redonner du pouvoir à son argent, et dans lequel j'évoque largement la place de l'argent dans notre société. Alors forcément, l'argent qui est devenu une finalité, l'argent qui est utilisé pour largement financer notamment les entreprises qui, par exemple, produisent des énergies fossiles. Il y a une étude qui a été faite par Oxfam et les Amis de la Terre qui vient tout juste d'être révélée et qui montre encore la très très mauvaise utilisation de fonds de banque pour accélérer les investissements dans les énergies fossiles, même pendant la période de Covid. Donc, je vous envoie cette information directement dans le chat. Et en fait, Oxfam a mis en place un calculateur qui nous permet de nous rendre compte de l'impact de notre épargne. Cette épargne, comme je vous le disais, on signe un chèque en blanc d'une certaine manière et donc on ne se rend pas compte qu'en fait, elle est utilisée pour financer voilà, des activités de déforestation, des activités qui vont soutenir l'extraction d'énergie fossile, si bien que Oxfam chiffre à environ 18 000 € épargnés dans une grande banque comme la Société Générale équivaudrait, ma phrase n'est pas française, pardon, je recommence,
Ils estiment que si vous épargnez 18 000 euros dans une grande banque comme la caisse d'épargne de la Société Générale, pardon, on se retrouverait avec… Ah, je les ai mis dans la salle d'attente. C'est pour ça, je suis un coquin. On me dit, on ne voit pas les liens dans le chat. Je m'en excuse, pardon, je suis désolé, j'interromps mais en fait, effectivement, c'est parce que je les partage dans la salle d'attente qui n'est plus là. Et normalement, ça devrait marcher ici. Merci Marilou de votre attention. Et donc, je vous disais, oui, cet argent, normalement, ça y est, vous les voyez là, hein, vous me confirmez. Merci Marilou. Et donc, je vous disais, cet argent, merci. Il est, ça fait du bien quand même de sentir qu'il y a des gens derrière les écrans. Merci, merci. Et donc, du coup, cet argent, il est utilisé. Et donc, 18 000 euros épargnés à la Société Générale, je vais y arriver. Ils émettent 11 tonnes de CO2, soit exactement chaque année ce que vous émettez aussi avec toutes vos autres habitudes. Et donc, cette empreinte cachée, elle mérite d'être largement revue. Et c'est ce que vous pouvez faire, par exemple, en ouvrant un compte ou en transférant cet argent dans l'une des deux seules banques qui a un impact positif, soit sur l'économie sociale, comme le Crédit Coopératif, soit sur plutôt la transition écologique avec la NEF. Je vous partage le rapport d'Oxfam qui s'appelle l'empreinte colossale des banques et qui vous donne le lien ensuite vers tous ces sujets. Mais c'est assez passionnant à creuser. Ils ont désormais complètement revu aussi cette étude en ciblant aussi les entreprises du CAC 40 qui nous amèneraient, selon l'étude, vers une trajectoire à 4,5 degrés de dérèglement. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Et normalement, je vous ai partagé ça à tout le monde. Voilà. Donc, je découvre tout un tas de choses, mais surtout, en fait, ce que je vous disais, c'est que j'ai remis un peu le sens, le bonheur, j'ai gagné tout un tas de choses qui n'étaient pas attendues à travers cette transformation, et j'étais heureux. Et vous avez déjà vu quelqu'un d'heureux, vous, en France? Oui, ça arrive, mais c'est pas très… Enfin, disons que quand je me suis présenté à mes repas en famille ou à mes réunions avec les amis et qu'ils me voyaient aussi heureux, tout d'un coup, ils disaient, mais il y a un truc de louche. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce bonheur, c'était de me rendre compte que en fait, j'avais un pouvoir beaucoup plus puissant si je utilisais des leviers positifs que ce que je pensais. Et c'est sans doute, en fait, ma plus grande découverte, et c'est sans doute la réponse clé que je veux apporter lors de cette conférence, c'est que, d'une certaine manière, j'ai jamais autant changé les gens depuis que j'ai arrêté d'essayer de les changer. À partir du moment où j'ai fait preuve de bienveillance, preuve de présomption d'intelligence aussi chez les autres, mais d'exemplarité avec l'idée de dire, bah voilà, j'agis, ça me rend heureux, faites ce que vous pouvez, et si vous le souhaitez, je vous tends des perches pour vous faire vivre des expériences irréversibles d'éco-citoyenneté, alors là se met en route quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous le disais, sur ça commence par moi.org, je postais tous les jours, puis ensuite un peu sur les réseaux sociaux, cette aventure en pensant peut-être avoir allé mon père et quelques amis qui allaient venir y faire un tour. Ben, figurez-vous que la première année, il y a eu quand même 100 000 visiteurs, la deuxième 1 million, et ensuite on a lancé une série de vidéos avec Brut Nature qui a dépassé les 15 millions de vues. Enfin, en toute humilité, je pense absolument pas que c'est dû à mes talents de conteur, de rédacteur ou de communicant ou de designer web, puisque le premier site, depuis, il a été largement refait grâce à des designers qui m'ont aidé, mais le premier était très mal fait. J'étais très mauvais pour communiquer sur les réseaux sociaux, j'y connaissais rien en vidéo. Et en fait, je crois que l'envie de transparence, le fait de montrer aussi mes imperfections, mes failles, mes faiblesses, le fait de montrer à quel point ça me libérait, ça me rendait heureux, ça a résonné avec tout un tas de Français qui étaient en train de vivre le même éveil. Et donc, on se retrouve dans cet élan, dans cette dynamique, dans ce point de bascule, comme l'appelle Maxime de Rostolan, qui est pour moi assez enthousiasmant et dont, en fait, je suis un témoin par mon expérience. Et donc, c'est un peu le message que je voulais vous apporter parce qu'en fait, il y a eu une étude qui a été faite par Carbon 4, qui est un cabinet de conseil qui a justement essayé de répondre de manière très structurée, c'est des ingénieurs qui ont fait ça,
à cette question, quel est l'impact des gestes individuels notamment, avec une étude qui s'appelle Faire sa part, pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l'État face à l'urgence climatique. Je vous partage dans le chat le rapport. Il y a une synthèse qui est très bien faite et en gros, ils disent que les individus, ils ont entre 20 à 40% des leviers pour nous permettre de tenir sous la barre des 1,5 degrés. Et à la fois, moi, je trouve ça génial. 20 à 40%, c'est déjà extraordinaire. C'est pas rien. Et en plus, en ayant lu l'étude, je me rends compte que moi, avec mes 2-3 tonnes de CO2, je suis largement plus loin que leur perspective. Et donc, du coup, ça montre qu'en plus, je pense que leur étude, elle manque un peu d'ambition, ou en tout cas, elle moyennise un peu trop le potentiel des Français. Mais surtout, en fait, là où du coup, il aurait fallu compléter l'étude, ça aurait été d'utiliser des chercheurs en sciences sociales et de voir à quel point nous, étant des animaux sociaux par excellence, nous cherchons le contact, nous cherchons l'appartenance. Et donc, par mimétisme, par influence, par, par, euh, par percolation, je crois que je suis en train d'inventer un mot, mais on se retrouve à avoir un impact qui nous dépasse largement. Et là, cette exemplarité, cette bienveillance, cette transparence, cet humour, parfois cette légèreté aussi qui fait du bien, elle a eu un impact que jamais j'aurais imaginé. Et donc, je suis là pour vous dire que oui, nous pouvons être largement plus ambitieux que ce que nous pensons en étant un éco-citoyen non pas parfait, mais un éco-citoyen ambitieux, libéré, accompli, mais qu'en plus, se mettre dans cette dynamique-là va nous permettre de radicalement changer de sillon pour devenir non plus un consommateur au mieux, mais cette fois un ambassadeur de cette nouvelle manière de vivre. Et ça change tout et c'est le I de agir. On a été au A d'abandonner, le G de gagner et le I de agir, c'est inspirer. Et en fait, c'est sans doute là où est notre plus grand pouvoir, dans notre capacité à tendre des perches d'expérimentation, sans forcément les labelliser comme étant des expériences écologiques. La prochaine fois que vous avez envie de faire découvrir un bon restaurant qui propose des falafels à votre entourage, vous direz c'est délicieux, vous ne direz pas c'est un plat vegan, alors qu'en fait, c'est souvent des plats qui sont sans chair animale, sans produits laitiers, etc., etc. Et il y a plein d'autres choses qui vont dans ce sens-là. Et en fait, je me rendais compte qu'à partir du moment où j'arrivais à cerner, et c'est un peu le premier conseil que je donne en général quand on me dit mais comment je peux changer les autres, c'est d'arriver à cerner leur passion et en fait de leur parler d'eux. Et à partir du moment où on arrive à rentrer dans le monde, dans l'univers de passion des autres, alors là, pour eux, il n'y a plus aucun effort à faire. Et les alternatives écologiques seront un plaisir. Et d'arriver à lier cette démarche éco-citoyenne au bonheur, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, euh, le dernier lien nous dit UN est rejeté par son antivirus. Je vous invite à chercher cette étude, faire sa part directement dans votre moteur de recherche et vous verrez que ça marche bien. Vous mettez faire sa part point d'interrogation carbone 4 et vous la trouverez immédiatement et je pense que ça vous dirigera vers le bon lien. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, agir, réduire, c'est presque de l'éthique personnelle, inspirer, libérer. C'est aujourd'hui ce pouvoir d'être ambassadeur que je vous invite à entreprendre. Et donc, du coup, si vous me le demandez, 2 actions qui peuvent être hyper pertinentes à faire, pourquoi pas, dès la fin de cette intervention. La première, c'est de savoir d'où vous partez, pour savoir comment vous allez largement pouvoir transformer vos habitudes. Et donc, pour transformer, il faut avoir l'image de départ. Et donc, c'est de faire votre test d'empreinte climat, une empreinte carbone qui est proposée par l'association Avenir Climatique, qui propose également un super MOOC et qui a fait ça avec l'ADEME. Donc, en quelques minutes, ça vous permet de savoir exactement où vous en êtes, de savoir quels sont vos postes les plus polluants. Et du coup, ça vous donne un peu derrière une fenêtre C'est de Dodo le travail. poste le plus polluant. Ah, j'entends un micro qui vient d'apparaître. N'hésitez pas à recliquer sur muet tout en bas de votre écran. Et l'autre chose du coup que je voulais vous partager, une fois que vous aurez fait ce bilan, une fois que vous aurez listé vos axes de progression, et une fois que vous vous sentirez légitime pour aborder ces sujets avec bienveillance, sans essayer de convaincre, mais au contraire de faire vivre des expériences, c'est d'aller sur le site Ça commence par moi et de vous saisir pardon, des outils de mobilisation qui sont en fait une vingtaine, trentaine d'outils qui vont vous permettre de faire vivre justement ces fameuses actions irréversible d'éco-citoyenneté à vos proches, mais aussi, pourquoi pas, à vos collègues, à vos amis, à vos camarades de classe, aux autres bénévoles d'une association. Vous allez voir, il y a tout un tas de choses. Ça va du jeu quiz à aussi des tutos pour fabriquer un hôtel à insectes, etc., etc. Et ça vous permettra, en fait, effectivement, de vous relier aux autres.
Maryse qui dit très justement qu'elle est dans un groupe zéro déchet depuis quelques temps et que c'est très stimulant. L'effervescence du groupe est assez intéressante et étonnante dans notre capacité à nous stimuler, à nous donner envie d'aller toujours plus loin. Il y en a un tas de groupes qui vont dans ce sens-là. Et si je devais en lister qu'un seul, ça serait le défi Rien de neuf, justement, qui est porté par Zero Waste France. Et le défi Rien de neuf, en fait, il vous invite à vous regrouper pour essayer au maximum de ne rien acheter de neuf. Tout est dans le nom, c'est assez bien trouvé. Et donc, à travers une newsletter, un groupe d'entraide, tout un tas de choses, en fait, vous retrouverez des astuces et un sentiment d'entraide, un sentiment d'appartenance qui vous fait du bien. Effectivement, Emmanuel, le groupe d'ambassadeurs local du climat est une super opportunité. Et puis, le réseau citoyen du climat de votre territoire est aussi un endroit où vous pouvez retrouver des pairs, retrouver des gens avec qui échanger, avec qui vous partagerez des valeurs. Et ça fait du bien. Et ensuite, puisque vous suivez cette conférence et que j'ai bientôt terminé, le R de agir, c'est un double R en fait, c'est agir, c'est résister. Résister parce qu'il y a quand même tout un tas de choses qui vont encore dans le mauvais sens et il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Comme le dit Extinction Rebellion, c'est agir avec amour et rage. Et donc, à vous de prendre le ton qui vous semble le plus pertinent et dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. Ça peut être la désobéissance, ça peut être le boycott, ou ça peut être le fait de, comme je vous le disais avec l'exemple de l'argent, le fait de retirer votre argent pour arrêter de continuer à alimenter ce système qui est délétère, absolument catastrophique. Et l'autre, c'est régénérer. Et c'est ça qui me plaît, puisqu'enfin, on sort une bonne fois pour toutes de notre simple rôle de consommateur, accumulateur, gaspilleur, qui, moi, m'effraie un peu et qui va complètement dans le sens de ce calcul qui me fait froid dans le dos des scientifiques qui disent, voilà, si vous faites un enfant, ce sera ce qui polluera le plus au monde, parce que du coup, ça veut dire qu'un enfant, il est juste bon à polluer, et je trouve ça terrible. Alors qu'en fait, on est bon à créer du lien, à créer de la solidarité, à apporter de la créativité et aussi, du coup, à reprendre notre place parmi la nature de protecteur, mais aussi de régénérateur. Et là, il y a tout un impact positif qu'on peut avoir. Il y en a un tas d'exemples de comment régénérer les écosystèmes en plantant des arbres fruitiers dans votre ville, en refleurissant votre jardin ou vos balcons si vous avez un petit peu de place pour le faire, en construisant des hôtels à insectes, à abeilles, en utilisant le label Finansol qui permet effectivement derrière d'avoir tout un tas d'expériences, d'alternatives qui soutiendront des projets à impact positif. Je pense notamment à Terre de Liens, mais aussi Terre de Liens qui permet l'installation d'agriculteurs en bio. Je parle aussi d'énergie partagée, qui est un super projet. Bref, voilà, se remettre dans cette action ensemble, puisqu'en fait, la frontière entre action individuelle et collective est très floue et on est tout le temps en train d'agir avec un impact, parfois sans le savoir, sur les autres. Ça fait un bien fou, c'est libérateur et c'est le message que je voulais vous passer dans le sens où moi, j'ai jamais été aussi heureux toute ma vie, je me suis jamais senti aussi bien. Depuis, je me suis tellement senti libéré dans cette démarche que je continue à tirer le fil de Ça commence par moi, qui est devenu une association, cadre dans lequel j'interviens bénévolement aujourd'hui pour vous présenter la démarche. On est en train du coup de développer, et on continue à développer tout un tas d'outils. Donc les outils que je vous ai partagés pour mettre de la fierté et de l'ambition dans les mains de celles et ceux que ça intéresse pour qu'ils puissent ensuite porter ce message au plus grand nombre et atteindre ce fameux point de bascule dont je vous parlais tout à l'heure. Et une mission qui me semble essentielle et j'aimerais terminer en vous parlant de ça, c'est du coup, une fois, enfin en tout cas, c'est mon sentiment, maintenant que je me suis levé, que je suis sur mes deux pieds, que j'ai l'impression que j'arrive à faire fonctionner mes deux pieds, mon corps pour avancer et que je suis en mouvement, j'ai le sentiment qu'il faut maintenant fixer des caps. Pour certains, il faut fixer les caps pour donner envie de se lever et pour passer à l'action. Moi, j'avais d'abord besoin de tester ma capacité d'éco-citoyen avant de me poser la question de savoir où j'allais. Et donc, aujourd'hui, une grande partie du travail de Ça commence par moi est d'explorer les utopies réalistes, les futurs souhaitables, pour trouver dans le futur le sens qu'on a envie de donner à nos actions actuelles, et puis surtout pour arriver à définir une stratégie qui va nous permettre d'avoir une efficacité, puisque le changement est tellement important qu'il faut s'organiser pour le voir advenir. C'est Mathieu Baudin, qui est le fondateur de l'Institut des futurs souhaitables, qui dit qu'il est temps de prendre nos rêves et d'en faire des stratégies. Et je me retrouve absolument dans ce qu'il est en train de dire. Et là, dans ce sens-là, je voulais vous partager le podcast que j'anime depuis 1 an et demi, toujours dans le cadre de l'association Ça commence par moi, et qui, en fait, s'intitule 2030 Glorieuses. Voilà, j'ai trouvé ce nom, je me rappelle de mon grand-père qui me parlait avec des étoiles dans les yeux des 30 Glorieuses. Moi, j'aimerais
et je suis persuadé qu'on va aller vers les 2030 glorieuses à condition de s'organiser pour les faire advenir. Et ça tombe bien, il y a déjà autour de nous tout un tas de personnes qui vivent dans ces 2030 glorieuses. Et dans le podcast, j'ai déjà une trentaine d'épisodes où je mets en avant les métiers de demain. Ça va de maître composteur à collectrice de carton, à directeur d'une coopérative de production d'électricité citoyenne, etc. etc. Et c'est toujours passionnant parce qu'on a une première partie où les invités présentent leur métier et une deuxième partie où ensuite on voyage ensemble dans ce que ça pourrait être ces 2030 glorieuses. Je termine en vous disant, et ensuite je vous laisse la parole, en vous disant que justement, cette idée de 2030 glorieuse, cette idée de cap, le pouvoir des utopies, il est à mon sens déterminant et c'est actuellement là où je consacre l'essentiel de mon énergie, si bien que je vous disais qu'avec les bénévoles, l'équipe de Ça commence par moi, on développe des outils et on a notamment développé un outil qui est en financement participatif actuellement. Donc, on a plus de 100 personnes qui sont là. J'en profite pour faire un peu d'autopromotion, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Si ces sujets vous tiennent à cœur, on a mis en place un outil, une sorte de carte dépliante, une carte au trésor qui vous permet de prendre le temps d'une discussion d'1h30, 2 heures, les tables de l'apéro, du salon, de votre entreprise et de la salle de réunion pour pouvoir peut-être en fait imaginer ensemble à quoi pourrait ressembler le monde. Pourquoi c'est aussi important? Parce que les Français actuellement, ils sont dans une période tellement morose qu'ils n'ont même plus envie d'imaginer le futur. Si on ne se projette plus dans le futur, alors on aura tout abandonné. On aura tout abandonné parce qu'on n'aura plus de bataille à mener. On n'aura plus l'impression que ça sert à quoi que ce soit d'agir tous les jours au quotidien, alors qu'en fait, le futur, ce futur prometteur, il nous apporte une énergie extraordinaire et il nous donne des caps pour ensuite se mobiliser, pour ensuite proposer des récits qui vont permettre de mobiliser les foules. Je vous le disais, on est un animal social, nous sommes des animaux sociaux par excellence. Nous avons besoin de ces récits qui nous font vivre, qui nous lient. Et cette campagne de financement, elle est actuellement disponible. On est en train d'atteindre les 50%. Là, je viens de vous la partager. Non, je l'ai partagée à Julie, pardon, qui était en train de me dire à quel point les utopies étaient importantes et elle me citait cette magnifique phrase qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Moi, je vous en cite une autre de Théodore Monod qui dit l'utopie n'est pas l'irréalisé, mais non, n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Ça laisse rêveur. Et cet outil, j'y crois à fond. N'hésitez pas à soutenir Ça commence par moi si vous avez envie de soutenir ce projet, si vous avez envie de partir en 2030 glorieuse avec vos proches. C'est très simple, il n'y a pas besoin d'être animateur. C'est très bien fait. Enfin, c'est très bien fait. On l'a testé, ça fait 3 ans que je le teste. Là, on l'a retesté avec une soixantaine de bêta-testeurs. Et en fait, il y a un guide, il y a des cartes oracles. C'est quelque chose qui permet vraiment de dynamiser une conversation, presque un jeu. Et notamment, je me rappelle d'un retour d'un papa qui me disait en fait j'ai toujours avec moi mes enfants ou mes petits-enfants et on n'a jamais de conversation où je sens que je me rapproche d'eux. On parle toujours de choses un peu bêtes où on est devant nos téléphones et là d'avoir posé cette carte sur la table, ça m'a permis de les connaître bien mieux que ce que je les avais pas vraiment connus ces derniers mois. Et bon, voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'arrête de parler, j'ai déjà beaucoup trop parlé. On est à 21h31, j'ai dépassé mon temps. J'ai vraiment envie, et d'une, d'entendre vos questions si vous en avez, et de deux, s'il vous plaît, venez avec vos fiertés, venez avec toutes les choses là que vous avez réussi à mettre en place dans votre quotidien ces derniers temps, dont vous êtes très, très, très fiers et qui pourraient en inspirer d'autres. Petite consigne cependant, nous sommes toujours 118 et ça, je vois le chiffre que monter depuis le début, donc je me dis que je n'ai pas été trop rasoir et pour ça, merci, c'est un super encouragement. Et donc du coup, si on peut intervenir comme on le dit en mode popcorn, c'est-à-dire assez rapide, succinctement, de manière à laisser la place à tous les autres qui veulent prendre la parole, c'est génial. Voilà, j'ai dit. À vous. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Alors sur Zoom, il y a une petite case tout en bas qui dit réaction et vous pouvez cliquer sur lever la main. Ça nous permettrait de voir qui a envie de prendre la parole et Fabienne m'aidera comme ça à voir qui a envie de prendre la parole. Vous pourrez aussi allumer votre webcam. C'est quand même beaucoup plus sympa que vous le fassiez en vrai et de vive voix et pour montrer qu'il y a tout un tas de gens derrière nous. Et puis si vous êtes vraiment, vraiment trop timide, je continue à prendre vos commentaires dans le chat. Je vois qu'il y a déjà des retours et Angeline est vraiment très, très sympa de me dire que j'ai un réel talent d'orateur. Je suis très pédagogue.
Bah voilà, génial. Bon, j'ai bien fait de venir, moi. Merci, Angeline. Et j'aimerais bien donner la parole à quelques personnes. Je prendrai vos questions dans le chat avant, mais s'il vous plaît, réapparaissez devant moi et prenez un peu la parole pour me dire où vous en êtes et partagez vos questions. C'est là que je me rends compte qu'en fait, tout le monde est parti manger, c'est ça? Alors, qui souhaite poser une question? Florence. Oui, Vas-y. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ce dynamisme et cette envie de faire plein de choses. Moi, j'ai commencé aussi petit à petit en écoutant des gens comme vous. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Il y a encore plein de choses à faire. Et moi, ce que je me dis, c'est que j'ai envie que ça ait aussi du sens dans ma vie professionnelle. Hmm. J'ai la chance d'avoir quelques collègues qui sont aussi sensibilisés à ces sujets-là, mais on aimerait aller plus loin. Et voilà, c'est plus une remarque qu'une question d'ailleurs. Mais voilà, on se demande comment faire pour impliquer plus de gens et puis pour que ça ait plus de sens dans une situation globale parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Et donc faire des efforts à la maison seul, mais ne pas en faire sur les 35 heures ou plus qu'on passe au travail, c'est vraiment dommage aussi. Absolument. Voilà. Absolument. Merci Florence pour ton témoignage. Je me permets de tutoyer les gens, j'avoue, Très c'est bien. facile pour moi. Et Florence, je me permets quand même de te partager deux liens. Il y a une super initiative qui s'appelle Pour un réveil écologique. Au départ, c'est un manifeste qui a été proposé par tout un tas d'étudiants qui disaient bah, nous, en fait, on n'a plus envie de travailler dans les grandes entreprises qui sont des entreprises polluantes. On travaillera uniquement pour des entreprises qui prennent en considération le climat. Et donc, du coup, ils ont fait un manifeste. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui ont signé. Et depuis, il y a toute une partie aussi pour s'engager en tant que salarié. Donc, ils ont référencé les entreprises qui sont engagées sur ces questions. Ils ont un guide pratique pour s'engager, une sorte de livre blanc avec des stratégies pour proposer à ses collègues des activités et puis par aussi catégorie un peu des actions à mettre en place. D'ailleurs, sur le site de ça commence par moi.org, il y a aussi une partie à faire au boulot. Donc voilà, tu vas te retrouver là-dedans et directement, je le partage là. Et après, il y a aussi des instituts. Alors là, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais ça peut être intéressant pour toi d'aller chercher vers là, à condition vraiment de ce que je comprends, mais je le dis quand même, à condition de vouloir changer carrément de branche, il y a de plus en plus d'instituts qui proposent de changer de métier. Et donc, à Paris, par exemple, il y en a un qui s'appelle le Switch Collective. À Lyon, il y en a un qui s'appelle l'Institut Transition et qui permettent en fait de se poser des questions sur et d'identifier aussi clairement les métiers qui font partie de cette mouvance-là que j'essaie de vous dépeindre pendant une grosse demi-heure. Je pense aussi à... mince, j'ai oublié. Je reviendrai vers toi. Il y a une autre initiative, Shift Your Job. Voilà, Ce que je trouve intéressant aussi, c'est vrai qu'il y a des métiers, comme pour donner du sens à ce qu'on fait, ça peut être intéressant de changer. Ouais. Moi, je suis jeune, mais j'ai déjà changé de branche. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'amener plein de nouvelles choses dans des institutions Absolument. qui existent déjà et voilà, pas forcément faire changer tout le monde, mais changer toutes les institutions qui existent en fait.
Amen. Mais en fait, c'est pour ça que je dépassais un peu du cadre de ta question, Florence. Et pour le manifeste pour un réveil écologique, là, tu y trouveras tout un tas de stratégies pour changer les choses dans l'entreprise. Marie me demandait en Bretagne, j'avoue que j'ai encore une mauvaise connaissance de toute la France sur ces sujets, mais je vous ai partagé shiftyourjob.org, qui est, elle, une structure, là, en l'occurrence sur Internet, qui vous propose tout un tas d'actions. Je réponds rapidement avant que d'autres personnes veulent prendre la parole sur des questions qui m'ont été partagées assez rapidement. Il y a Ameline qui me dit quel avis avez-vous avec votre regard du développement des énergies renouvelables? Que pensez-vous de l'appartenance de l'énergie aux citoyens? Grâce aux coopératives citoyennes, la mobilisation du collectif pour moi est tout espoir. Ce que j'entends derrière cette question, c'est quelle est la pertinence d'arriver à dupliquer un modèle en le remplaçant exactement par un autre auquel on met un label juste écologique puisque renouvelable. Ben, je réponds vraiment en vous partageant le dernier podcast que j'ai fait avec Bertrand Rodriguez, qui est lui, du coup, le directeur d'une coopérative d'énergie renouvelable et qui, avec Bonjour et lequel on bienvenue évoque, en hop, là, il y 2032. a le son qui se lance, avec lequel on a largement évoqué ce sujet et en fait, on en vient à se rendre compte que en fait, l'idée, c'est pas de seulement changer le comment, mais c'est de changer le pourquoi et c'est de changer avec qui. Et en l'occurrence, de simplement dire, on a ce modèle de surconsommation, de gâchis d'énergie qu'on va peinturer en vert avec des éoliennes et puis des panneaux solaires et on continuera à gâcher, à accumuler et à gaspiller l'énergie. Ça ne marchera pas. On aurait besoin de trop d'installations, trop de structures. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de revoir largement notre utilisation et en fait de se la réapproprier, de la réancrer sur notre territoire. Et en l'occurrence, les activités qui sont mises en place dans le cadre de ces coopératives de production d'énergie citoyenne, c'est assez intéressant parce que ça crée du lien sur le territoire, ça crée une réappropriation, une fierté. Et puis ça permet aussi, on le disait tout à l'heure avec Énergie partagée, de donner du sens à son argent. Il y a une appropriation qui est là et déterminante et qui permet de passer d'un modèle lointain dans lequel on n'est plus vraiment impacté et donc où on n'a pas d'idée ou en tout cas pas conscience de notre impact et de notre conscience, de notre consommation, pardon, à un modèle de réappropriation directement au moins dans notre territoire, puisque dans notre chaire, je vous repartage le podcast. Je prends une autre question rapide et puis ensuite, Marie-Lou, je suis à vous parce que je vois que vous avez levé la main. Et il y a des témoignages trop sympas. Merci Marika qui me dit que mon livre a été un super déclic. Emmanuel qui me dit les principaux postes importants ou agir. Alors, je voulais partager dans le rapport Faire sa part. En gros, les 5 choses les plus importantes sont dans le désordre parce que là, c'est très difficile de s'adapter à chacun. Ça dépend vraiment déjà d'où vous partez, mais clairement, c'est l'alimentation. Du coup, c'est en positif d'avoir une alimentation végétale, puisque la viande a un impact terrible pour plein d'égards, l'utilisation de l'eau, la déforestation, les rots de vaches qui émettent du méthane, etc. etc. L'autre, c'est les déplacements, donc avec deux forcément déplacements différents. Un, c'est si vous utilisez votre voiture pour le domicile-travail, alors là, tous les jours, ça aura un vrai impact. Parfois, je comprends que ça soit vraiment pas évident parce que les territoires sont très mal desservis et donc à minima, peut-être que vous pouvez commencer par vous intéresser par l'éco-conduite qui vous permettra, en adoptant tout un tas de gestes, d'économiser jusqu'à 15% de carburant et puis peut-être après d'aller creuser du côté du télétravail en ce moment, c'est un mauvais exemple, mais du covoiturage, etc., etc. Et puis ensuite, je vous parlais d'un autre type de déplacement. Il y a forcément le fait de se déplacer en avion. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se déplacer en avion. Je suis sans doute le plus mauvais exemple que je connaisse sur l'utilisation de l'avion, puisque j'ai vécu aux Philippines, en Colombie, j'ai dû prendre l'avion une quantité incalculable de fois et donc je n'ai de leçons à donner à personne. Par contre, aujourd'hui, je sais que je prendrai l'avion en conscience et je me suis, moi, dit, mais c'est mon autorisation, mon deal personnel, je me suis dit que je le prendrais peut-être une fois tous les 5 ans. Enfin, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas pris et j'en ai pas ressenti le besoin avec toutes les transformations qu'on a eues, mais peut-être que tous les 5 ans et que si je fais un voyage en avion, ce ne sera pas pour partir 3 jours à Barcelone, ce sera pour partir dans un pays loin et longtemps. Mais ça, c'est mon deal personnel et chacun en est où il veut et où il peut surtout. Et ensuite, après, il y a la question de l'argent que j'ai déjà largement évoqué. Et un autre poste qui est très, très puissant, c'est celui de la manière de chauffer son logement.
parce que il y a un petit tiers de l'énergie qui part dans le chauffage des habitations. Et donc là, du coup, essayer de réduire au maximum les températures, mais en fait, souvent, ça passe par une meilleure isolation, ça passe par une meilleure aération. Et donc, faites très attention à bien entretenir, à bien nettoyer, par exemple, votre VMC. Et après, si vous êtes propriétaire, il y a une plateforme qui s'appelle faire.gouv. Je vais vous la repartager, qui permet d'investir dans des solutions de chauffage qui sont les plus décarbonées possibles. Et donc, pourquoi pas changer des choses qui, de toute manière, vont devoir être changées d'ici quelques années, comme les chauffages au fuel, etc., etc. Je vous partage ce lien directement ici. Ça, c'est la plateforme Faire Tout pour MaRénov', qui fait un peu la liste, l'accompagnement de ces questions de rénovation. Et là, il y a une vraie zone de travail. Marie-Lou, je vous écoute. C'est Maryse, peut-être. Oui, bonsoir. Non, c'est c'est parce que Maryse. je faisais deux choses en même temps. Je copiais les liens. J'ai mis tous les liens sur une page Word. D'accord, je vous écoute. Voilà. Et Maryse, je suis à vous après. Bonsoir, merci Julien. Julien, tu nous as dit venez avec vos fiertés. Moi, j'en ai une. J'ai déjà amorcé avec mes fameuses bassines. J'ai connu jusqu'à l'âge de 7 ans un habitat où il n'y avait pas l'eau courante. J'ai vu mon père, j'ai vu mes oncles aller chercher l'eau un peu plus loin avec les seaux et le joug. Je trouve, à mon âge, j'ai vu des choses aller très, très, très vite. Enfin, les progrès des 30 Glorieuses, c'est mes parents qui l'ont vécu et qui me l'ont inculqué. Et moi, je renverse la vapeur là, et c'est compliqué avec l'environnement. Donc ça, c'est une de mes fiertés, c'est oui, de rétablir les bassines dans la maison. Je me lave dans une bassine, je fais la vaisselle dans une bassine, je récupère et je n'utilise pas d'eau propre pour nettoyer les WC. Parce que la chasse d'eau, c'est dommage, c'est de l'eau potable. Ah oui. Voilà. Bon, ça fait bizarre, il y a des seaux. Quand quelqu'un vient, on dit tu t'embêtes. Non, ça ne m'embête pas, ça me fait plaisir. Alors au début, en fait, c'est vraiment une nouvelle habitude qui doit s'inscrire au quotidien, mais on n'y pense plus. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci Marie-Lou pour votre témoignage. Bravo. Et puis, argent, il y a la nef, effectivement, grâce à ton bouquin. La nef et Enercop pour l'énergie, voilà mes petites fiertés. Bravo. C'est génial. Je continue. Merci Marie-Lou pour ce super témoignage. Je continue rapidement avant de vous donner la parole, Maryse, à répondre du tac au tac sur effectivement Myriam qui dit très justement qu'en ce moment, il y a un challenge qui est en cours à vélo au boulot. Je vous repartage le lien puisqu'en fait, je suis le seul à le voir. Et du coup, c'est sur la zone de Brest et ça permet de créer des équipes au sein de son entreprise. C'est une belle façon de se motiver. Super, c'est effectivement l'idée d'aller, si possible, à vélo en boulot. C'est une super au boulot à vélo. C'est une super idée. Après, je réponds très rapidement aussi à deux autres questions. Il y en a une sur l'importance de ces changements sur le territoire et la place des collectivités territoriales dans les changements. Et je vous dis très rapidement qu'il y a une étude qui montre qu'il y a 50% des changements, enfin de l'impact. Pardon, je recommence ma phrase. Il y a 50% des leviers à activer pour tenir sous les 1,5 degrés qui sont sur le territoire. Donc, le territoire, il est clé. Pourquoi? Parce que c'est notre zone d'appartenance. C'est là où on connaît les personnes qui ont du pouvoir politique, économique, à qui on peut parler directement. Et puis surtout, c'est là où on se sent appartenir. Et donc, c'est vraiment, vraiment clé. Et le fait de voir la motivation, la mobilisation comme aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce soir, ce qu'on est en train de faire, mais aussi tout le déroulé des initiatives dont a parlé Christophe. On parlait d'un lancement d'une ressourcerie, etc., etc. C'est vraiment des choses clés. Et Guillaume me dit aussi que la vie que je mène, elle est similaire à la sienne. Apparemment, elle engendrerait, à son sens, une faible croissance et qu'elle est compatible avec plein emploi et aide sociale. C'est passionnant comme sujet. C'est effectivement sans doute quelque chose qui permet de... En tout cas, dans ma manière de vivre, je consomme moins, mais je consomme mieux. Donc, je constate que finalement, si je fais des économies, je valorise aussi des choses que je ne valorisais pas auparavant et j'ai augmenté des postes qui pour moi sont en fait devenus complètement vitaux, à savoir mon alimentation et le côté culturel. Donc je pense que
on aurait peut-être un volume de PIB, c'est sûr, qui réduirait un petit peu. Et à la fois, il irait dans des mains où là, il ne serait pas capté pour être redistribué à des actionnaires ou à des personnes qui font partie des 1%, mais au contraire, il serait réutilisé directement sur le territoire pour des personnes qui ensuite réinvestiraient directement dans l'économie locale. Donc, je pense que en fait, ce n'est pas tant l'idée de réduire le volume, mais c'est d'avoir un volume qui est mieux utilisé, mieux distribué et moins capté pour même derrière partir parmi ces 300 milliards d'évasion fiscale qui ont lieu chaque année en France et dont on ne parle pas du tout. Je pense qu'il y a au contraire un effet très, très vertueux sur l'économie et Shift Your Job notamment a fait ce travail d'évaluer le nombre d'emplois qui seraient créés grâce à la transition énergétique, écologique. En fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment une vraie opportunité au niveau de l'emploi. Et donc, on parlerait sans doute plus de croissance économique, mais d'efficience économique. Et dans un monde fini, aux ressources finies, en fait, continuer à viser la croissance, c'est ça qui est fou. Je continue à regarder les questions et Maryse, je vous donne la parole. Allez-y. Si vous voulez bien mettre votre caméra, ça serait Bonsoir à tous et merci à Julien. Je suis du secteur de Saint-Brieuc, l'agglo de Saint-Brieuc. Pour le challenge au boulot à vélo, là, donc notre agglo le fait aussi et on a élargi depuis 2-3 ans là, au covoiturage, au bus et à la marche. Donc ça, c'est intéressant. Autrement, je voulais juste témoigner sur le challenge zéro déchet. Donc, sur notre agglomération, là, c'est un collectif informel, en fait, hein, c'est des familles. On a une douzaine d'équipes sur 8 communes, ça fait 150 familles. Donc, on multiplie par 3 ou 4 pour trouver le nombre de personnes. Donc, on a des pesées de déchets, on a des visites, centres de tri, recyclage de vêtements, des ateliers de fabrication de yaourts, de produits cosmétiques, produits ménagers, etc. Enfin bref, on a toute une démarche sur 6 mois et on se rend compte qu'avec toute la dynamique qui a été créée, on a un souhait de se mettre en association pour aller plus loin et faire bénéficier à d'autres personnes. Et donc là, la prochaine étape, c'est de pouvoir travailler avec des commerçants pour que ceux-ci puissent le plus possible accepter les contenants autres que plastique, que des personnes puissent apporter leurs contenants. Voilà, c'était juste un témoignage. C'est super. Comment on peut retrouver le groupe, Maryse ? En fait, c'est dans la démarche Zéro Waste au niveau national. D'accord. Et donc, là, ouais, il faudrait que je mettrai le lien, je vais essayer de le trouver. Mais en fait, c'est vraiment c'est un collectif, donc c'est difficile. On a juste des liens entre nous, quoi. Vous avez un petit groupe Facebook, peut-être une page, quelque chose où on pourrait retrouver vos Oui, je vais soutenir. essayer de vous trouver ça. Ben voilà, partagez-la moi et je vous la remets dans le chat. Merci Maryse pour ce témoignage, bravo. C'est hyper intéressant, ça me fait penser aussi à un projet de gestion des déchets avec une campagne comme ça, zéro déchet, qui avait été menée à Roubaix auprès des personnes les plus vulnérables. Et en fait, ils s'étaient très vite rendu compte que diminuer ces déchets, ça permettait aussi de faire des économies, d'arriver à boucler la fin de mois. Et donc, c'était hyper intéressant. Je réponds aux questions qui apparaissent et que je suis en train de faire parce que vous êtes très bavard, c'est génial. Et donc, du coup, Marika me demande ce que je pense de la fresque du climat. Et la fresque du climat, si vous ne connaissez pas, c'est absolument génial. Ça permet en 3 heures de découvrir les grands fonctionnements des écosystèmes, de l'écosystème Terre en tout cas. Et donc, les boucles de rétroaction, un peu tous les liens de causalité sur le dérèglement climatique, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Et c'est quelque chose en groupe encore. Donc, c'est vraiment génial. Je vous invite à aller sur leur site de la fresque du climat et d'identifier, savoir s'il y a une fresque qui passera à côté de chez vous ou demander à un ambassadeur d'en organiser une. Il y a Fabienne qui est, du coup, Fabienne, super, elle a partagé à tout le monde et je vous le redis comme ça à voix haute, qui dit qu'il y a un service public de la rénovation énergétique qui s'appelle tinergie-brest.fr sur le pays de Brest. Et Aurélie qui nous partage un témoignage en disant que sa fille est rentrée furieuse de l'école parce qu'en CM2, il n'y avait pas de tri papier dans les classes, pas de composteur à l'école pour la cantine. Alors que j'ai effectivement interviewé une fille qui s'appelle Marie et qui est directrice d'école à Roubaix et qui a mis en place toutes ces
toutes ces démarches, c'est passionnant. Elle fait maintenant l'école dans la nature. Bah, vous le découvrirez dans les podcasts de 2030 Glorieuses. Son podcast est passionnant et ça montre tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment génial dans les écoles. Et donc, bravo Aurélie. Elle nous dit qu'elle a réussi à faire mettre le tri en place dans une école, mais pas toutes. Et qu'à l'échelle d'une communauté de communes, l'absence de tri dans les lieux scolaires, c'est vraiment dommage. Je partage son témoignage. Donc, content qu'on puisse l'évoquer. Et c'est clairement quelque chose à ajouter dans la to-do list. Vanessa nous parle d'Helios, qui est une nouvelle banque aussi en ligne. Là, j'y émets pas des réserves, mais je dirais d'être un tout petit peu plus attentif, en tout cas patient, parce que pour l'instant, c'est le tout début, donc ils communiquent beaucoup. Mais en fait, en ayant échangé avec toutes ces néobanques, parce qu'il y a aussi Gringot, il y a OnlyOne, les néobanques, pour l'instant, elles ont tellement peu de volume qu'elles sont obligées de confier l'argent à un tiers qui, lui, bien souvent immobilise l'argent, ne l'utilise pas, mais il ne l'utilise pas pour des choses vertueuses. Et donc, si vous voulez avoir un impact positif plutôt qu'un impact neutre, encore une fois, soit les mouvements comme énergie partagée, terre de liens, soit la NEF ou le crédit coopératif sont beaucoup plus efficaces. Et effectivement, Catherine nous dit que ça vaut le coup de demander aux élus à mettre en place des budgets participatifs. C'est quelque chose qui marche très bien dans pas mal de villes et ça vaut vraiment le coup, c'est vrai. J'ai partagé, donc, selon la très bonne suggestion de François, la campagne à un emploi vert pour tous, qui essaie de faire émerger cette idée au niveau législatif. Et Améline nous dit qu'elle est en étude sur les termes environnementaux énergétiques et leurs professeurs ont beaucoup de réticence à nous dire qu'il faut stopper notre alimentation animale. Pas de problème à nous dire de prendre le vélo, mais on met tous les silences sur les élevages, les abattoirs, les transports. Il y a des réticences effectivement sur l'héritage culturel. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont… En fait, mon interprétation est de dire que notre système est légitimé par certains sas de décompression. La France, forcément, avec son héritage gastronomique, a un sas de décompression dans l'alimentation. Un autre, c'est dans le fait de voyager loin et de prendre l'avion. Et donc, du coup, on arrive à accepter les incohérences de notre système parce qu'on sait que de temps en temps, on pourra se faire plaisir. On pourra se faire plaisir en mangeant bien, en se faisant un bon resto, bientôt, ou en partant à l'autre bout de la planète. Et donc, du coup, le fait on mélange tout. On dit, ah oui, mais faire plaisir, ça passe par l'alimentation, mais l'alimentation, il y a forcément de la viande. Moi, ça fait 10 ans que je suis végétarien. Je me régale presque tous les jours quand j'ai le temps de me faire à manger. Et en fait, la point de vue a largement changé. Et même maintenant, dans les restaurants, il y a de plus en plus d'offres végétariennes. Et en fait, c'est pas tant qu'il y a un sacrifice, c'est juste qu'on ouvre une porte extraordinaire de tout un tas d'autres plats et on reconsidère, on arrête le mimétisme. Donc, du coup, on est plus souvent, les végétariens sont plus dans le local, sont plus dans le de saison et on peut repalper tout un tas de fruits et de légumes qui ont du goût et ça fait du bien. Mais je comprends que ça soit encore un peu réticent, un peu difficile d'aborder ces sujets. Et je constate aussi que c'est souvent une question de génération. J'en parlais encore hier avec une fille qui me disait qu'elle avait fait cette démarche d'être aussi végétarienne il y a 5 ans et qu'il y a 5 ans en arrière, ses parents avaient très mal pris sa démarche et qu'aujourd'hui, elle voyait des petites cousines à elle qui étaient en train de faire le même travail de changer leur alimentation et que les parents l'acceptaient beaucoup mieux. Et je crois qu'il y a aussi un changement qui est en train d'être accepté. Ça prend un peu de temps. Si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Il nous reste 5 minutes à peine. Fabienne, ça y est, je te tutoie alors qu'on s'est bouillé tout du long. Tu me dis si jamais tu as des questions, tu as peut-être d'autres messages à faire passer en attendant. Et moi, je continue à faire défiler les messages. Alors non, j'ai à peu près les mêmes questions que toi. Effectivement, je rebondis juste sur l'échelle locale et le fait que les territoires sont la clé de la transition pour rebondir encore sur les réseaux de citoyens du climat qui sont vraiment des réseaux qui agissent à l'échelle locale. Donc voilà, je vais remettre à la fin le lien aussi pour s'inscrire. Les ateliers découvertes commencent dès la semaine prochaine. Super, merci beaucoup. Je redis le lien on me demande le nom de mon podcast, c'est 2030 Glorieuse. Je vous partage le lien du podcast directement dans le chat. Et donc, l'interview avec la directrice d'école qui est passionnante, c'est celui de Marie. Voilà. On nous parle aussi, Améline nous parle du concept négawatt qui est effectivement tout à fait dans cette tendance de réduction de déchets, n'importe quoi, de réduction, de contrôle de l'électricité et de la transformation de notre système de production. Emmanuel qui me pose une question sur mieux vaut-il manger les légumes en conserve que les légumes sous serre en hiver? Évidemment, la réponse est dans la question. Les serres, du coup, vont forcément
nécessiter de l'énergie. Donc, c'est là aussi où le fait de garder ces aliments grâce à tout un tas de stratégies, et les bocaux et les conserves en font partie, est hyper intéressant parce que ça permet de manger des légumes de saison toute l'année, en fait. Donc, il y a du sens là-dedans. Si tu n'as pas le temps de te faire de bons petits plats végé, me dit Guillaume, il faut aller sur miaoum-vg.com. Effectivement, Emmanuel dit de manière plus pragmatique, prenez votre steak de 100 grammes, coupez-le en deux. Ça fait déjà effectivement un bel effort. On est à 80 kg de viande et plus 30 kg, si je ne dis pas de bêtises, de poisson par an. Donc, effectivement, l'objectif, c'est pas moi qui le dis, c'est un collectif d'experts, un cabinet de consulting qui s'appelle BL Evolution, et il nous dit qu'il faudrait qu'on arrive à être à 20 ou 30 kilos par an de viande, donc diviser sa consommation par 3. Finalement, je n'ai pas l'impression que ça soit aussi extraordinaire que ça. J'ai l'impression qu'on a encore fait un peu le tour. Emily me demande si j'ai déjà prévu une nouvelle conférence. Et effectivement, bah tiens, je continue à faire de l'auto-promo. Merci Emily qui me tend une perche. Demain, je vous invite à venir sur le compte Instagram de Ça commence par moi. On va continuer. Et donc, du coup, j'attends vraiment votre soutien sur la campagne de crowdfunding sur les utopies. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et donc, pour vous montrer l'importance de ces sujets, demain, j'interviewe Sandrine Roudot, qui est une éditrice pas très loin de chez vous, à côté de Nantes, qui édite des romans prospectivistes sur les questions d'utopie, et qui elle-même a beaucoup écrit sur ces sujets. Et on va parler des utopies, on va parler pourquoi elles ont tant de pouvoir que ça, pourquoi les Français sont aussi en ce moment déçus par le présent, et comment leur redonner du courage, de l'énergie pour changer. C'est sur le compte Instagram de Ça commence par moi, et c'est à 19h que débutera le live pour justement évoquer le pouvoir des utopies. Rien que ça. Et merci pour tous vos témoignages qui sont trop sympas. Là, il y a Camille qui dit que merci pour mon dynamisme, mon envie d'agir, que chaque podcast, conférence, nouveau livre est comme une nouvelle dose de motivation. Bon, bah, du coup, je vais pas pouvoir me reposer, Camille, avec des messages comme ça. Je vais continuer à être au taquet. Ça tombe bien, je suis encore en train d'écrire un nouveau bouquin. Je suis sûr que ça vous plaira, sorti début d'année prochaine. Ça y est, il n'y a plus de messages. Fabienne, j'ai l'impression qu'on a bien travaillé. Je confirme. Je ne sais pas si Monsieur Bell voulait un petit peu conclure sur la conférence. Ouais, Christophe, avant de vous laisser la parole, pardon, j'en profite. Non, je vais conclure très rapidement. Hein. Allez-y. Ça pouvait penser avoir un écolo relou là, qui allait nous faire la leçon. Hein. Et en fait, on a eu un intervenant ouvert, bienveillant, convaincant par l'exemple, c'est important. Et surtout, je trouve, avec une vision optimiste et positive du futur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, tout le monde retiendra, je crois, l'acronyme AGIR, hein, alléger, gagner, inspirer, régénérer. Et moi, j'ai envie de le décliner pour Julien comme acteur génial, intelligent et réaliste. Merci Julien, et merci Fabienne et Hugues pour l'organisation. Et voilà, merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Franchement, d'avoir des événements comme ça où au début on se dit ah, c'est vraiment chiant cet ordinateur, et de voir cette participation, et qu'on y est lié à travers les écrans, à travers cet Internet qui de temps en temps, quand il est bien utilisé comme ce que ça a été fait ce soir, j'ai l'impression, ça sert vraiment à quelque chose et ça fait du bien. Merci. 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 Et merci à tous les participants. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'était génial. Merci. Bonne soirée. Merci, très inspirant. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Continue comme ça, Julien. Merci.